Les amis, dernièrement, j'ai testé des objectifs anamorphiques, ce sont les nanomorphes de la marque Laowa. J'ai beaucoup filmé, beaucoup utilisé ces objectifs lors de mon dernier voyage en Guadeloupe et en rappel, je vous ai remis la miniature de mon film sur la Guadeloupe. Et déjà, je peux vous le dire, si vous avez vu le making of, eh bien, je suis très fan du rendu. L'idée de cette vidéo, c'est de voir les caractéristiques d'un objectif anamorphique, qu'est-ce qui pourrait être intéressant et quels seraient les potentiels inconvénients. Alors déjà, essayons de répondre à la première question, c'est quoi l'anamorphique? Alors l'anamorphique, vraiment très simplement, sans rentrer dans les détails, c'est une technique qui va permettre de compresser l'image horizontalement au tournage. Alors certes, le rendu est un peu bizarre une fois qu'on a fait ça, mais l'intérêt c'est qu'on va pouvoir retrouver ce format extra large tout en utilisant toute la résolution de notre capteur. En 16/9, si on veut sortir du 2.35, on est obligé de couper l'image, d'avoir ces bandes noires en haut et en bas, et donc on va perdre des pixels. Alors ensuite, il faut savoir que pour les objectifs anamorphiques, il existe différents ratios de compression. Généralement, il y en a 4, du 1.33, du 1.5, du 1.8 et du 2 fois. Donc plus on augmente le format de compression et plus le format de sortie sera large. Sur cette série nanomorphe, on est sur un ratio 1.5. Donc avec un capteur 16/9, on obtient du 2.66. Comme ça, généralement, on a juste un petit recadrage à faire pour obtenir un format scope un peu plus traditionnel du 2.35, 2.39, 2.40. Alors maintenant, un objectif anamorphique, au-delà de ça, ça va être très intéressant parce que ça va avoir des impacts, des effets assez particuliers sur notre image. Le premier effet, et c'est aussi le plus connu, c'est le flair. Il est étiré sur la largeur, on le voit tout le temps dans les blockbusters, c'est très reconnaissable comme effet. Moi personnellement, ça va être l'effet qui m'intéresse le moins, surtout je trouve qu'il est assez marqué sur ces objectifs. Donc ça va vraiment dépendre de la scène et aussi de l'intensité de la lumière. J'ai eu quelques plans avec un flair dans mon film sur la Guadeloupe, quand c'est un coucher de soleil où le ciel est bien dégagé, là c'est pas gênant, ça se fond dans le décor. Maintenant, quand il y a un fort contraste avec des zones sombres juste à côté du flair et des zones plus claires, là le rayon va être très visible, donc c'est vraiment une histoire de goût. Chose importante à savoir, la couleur du flair est liée à la version que vous aurez choisie. Il y a 3 possibilités, soit le flair bleu, soit l'ambré, soit argenté. Et d'ailleurs la version argentée, son flair prendra la couleur de la lumière de ta scène. La deuxième caractéristique d'un objectif anamorphique, c'est le bokeh. Donc dû à la compression, il est ovale, il est étiré sur la verticale. Donc ça, c'est un autre élément assez identifiable de l'anamorphique. Et moi, personnellement, je dois avouer que je trouve ça assez joli. En tout cas, il y a une esthétique assez particulière. Il se passe quelque chose en arrière-plan. On a un look un peu différent. La troisième caractéristique reconnaissable à un objectif anamorphique, ça va être, entre guillemets, les défauts optiques. Sur un objectif anamorphique, on peut avoir de la distorsion, on peut avoir un peu de vignettage, on peut avoir des aberrations chromatiques, et généralement, le piqué, il est aussi plus doux. Alors c'est bizarre à dire parce que en photo, généralement, on recherche précisément l'inverse. Eh bien, en vidéo, c'est plutôt le contraire. On a envie de casser ce grain numérique, ce rendu qui est très net et qui va manquer un petit peu de style, un peu de caractère. Et c'est notamment ça qui va contribuer à ce fameux look cinématique. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé travailler à l'anamorphique pour ça, j'ai eu l'impression que mon image était plus douce, plus subtile avec un peu plus de caractère. Et puis enfin, la dernière caractéristique, c'est ce format très large avec des bandes noires. Bien sûr, là, on a compris que ces bandes noires ne sont pas artificielles et que c'est justement la caractéristique d'un objectif anamorphique. Donc par défaut, avec ces nanomorphes, on arrive sur un format 2.66, donc c'est un format qui est quand même très large. Je vous fais une comparaison entre un 35 mm anamorphique et un 35 mm sphérique, donc classique. Comme ça, on va pouvoir comparer le format et la valeur de plan. Donc voilà la comparaison, là on a le 35 mm T2.4, donc au format 2.66, on a un format comme ça très large, c'est le format anamorphique. Et puis ensuite j'ai pris un autre 35 mm, c'est un objectif photo, c'est le Lumix S, le 35 mm f1.8, et là je n'ai pas touché au réglage de la caméra, je n'ai pas modifié sa position, et je suis à la même distance de la caméra, et on peut voir, on n'a pas du tout le même angle de champ. Alors là je vous ai rajouté pour l'instant un recadrage sur l'objectif photo pour avoir ce 2.66, donc en fait j'ai rajouté des bandes noires en haut et en bas. Sinon, sans les bandes noires, voilà la comparaison, je vous les mets côte à côte. Donc sans les bandes noires, on a à peu près la même valeur de plan au niveau vertical. Par contre, à l'horizontale, on peut voir que là, l'angle de champ est beaucoup plus large, on obtient beaucoup plus d'informations avec l'anamorphique. Là, je vous le montre, donc j'ai superposé le 35 mm photo avec le 35 mm anamorphique et je l'ai délimité là avec les bandes blanches, donc je pense que ça permet de visualiser un peu mieux la différence.
Alors un des inconvénients de l'anamorphique, c'est que généralement les distances minimales de mise au point sont plutôt longues. Là ça va, on a vu pire, c'est pas trop le cas. Avec le 27 mm, la distance minimale de mise au point est de 43 cm, elle va être de 60 cm pour le 35 mm et elle sera à 70 cm pour le 50 mm. Évidemment, on n'ira pas faire de la macro avec ces optiques. Donc au niveau du focus breathing, qu'est-ce que ça donne? J'ai commencé par le tester au 50 mm T2.4. Là tu vois, je fais des bascules de points entre le minimum focus et l'infini. Et on peut voir qu'il y a un peu de focus breathing, mais c'est quand même nettement mieux géré que par exemple sur un objectif photo. Là c'est vraiment très léger et on pourrait totalement faire une bascule de points, ça serait convenable pour l'œil, ça serait pas violent. Ensuite au 35 mm, c'est à peu près la même chose. Il y a un léger focus breathing, on a une légère variation de la focale, mais c'est vraiment très léger, ça n'a rien à voir encore une fois avec un objectif photo. Donc pour moi ça fonctionne totalement, on pourrait utiliser et faire des bascules de points en vidéo avec ces objectifs anamorphiques. Et puis finalement ça va être au 27 mm où le focus breathing est le plus marqué. Je trouve, on a même l'impression que l'image s'élargit un petit peu. C'est plutôt à la courte focale au 27 mm qu'on va avoir ce petit changement de focale avec des bascules de points. Alors je vous le disais, avec les objectifs anamorphiques, on peut avoir des distorsions. Et là, il y en a quand même un peu. Elles sont quand même assez marquées, assez visibles. Et c'est des distorsions qu'on aura surtout là au niveau des lignes verticales. Elles vont être courbées sur l'intérieur. Donc ça, il faut faire un peu attention. C'est pas très joli, mais ça peut se corriger assez facilement. Sur DaVinci Resolve, il y a justement une option correction de l'objectif. Moi, c'est ce que j'ai fait un petit peu à chaque fois que j'ai utilisé ces objectifs. Et voilà, très facilement, tu peux tout simplement enlever un peu cette distorsion. Au 35 mm, ça va être la même chose, on aura cette distorsion. Là, ça se remarque vraiment bien avec les différentes lignes, elles sont courbées sur l'intérieur, donc faites un peu attention à ça, ça se corrige sur un logiciel. Et puis au 50 mm, on a un peu de distorsion, alors c'est pas toujours gênant, mais à faire attention notamment quand il y a un flair, parce que le flair peut prendre aussi cette distorsion, donc il va être un peu courbé, et là c'est un peu bizarre, donc ça il vaut mieux le corriger. Alors pour ces trois objectifs, le diamètre du filtre c'est du 55 mm, donc au moins voilà, c'est homogène entre ce groupe de trois focales, mais il faudra certainement passer par une bague d'adaptation pour adapter les filtres que vous possédez déjà. On a également des bagues qui sont crantées en standard 0.8, donc on peut utiliser un follow focus et même à la main ça va être plutôt agréable à manipuler. On a des bagues qui coulissent bien et qui ont quand même un peu de résistance pour un rendu plus fluide. Donc on a une bague de diaph ainsi qu'une bague de focus avec une échelle de mise au point en pied et en mètres. Ensuite, il faut savoir que la monture est interchangeable. Par défaut, vous aurez celle que vous avez choisie à l'achat, mais on peut également acheter une autre monture, ça coûte environ 69 €. Donc on a la monture Sony, on l'a en monture L, la monture DJI DL, la monture Nikon Z, Fuji X, Micro 4 tiers, on a la monture R de chez Canon, et ils ont aussi une version à part pour la monture EF et PL. Moi, je les ai reçus en monture Sony, mais je les ai changés avec le kit pour passer sur la monture L afin de pouvoir utiliser ces objectifs avec le Lumix S5 II. C'est pas très long, c'est pas très compliqué, il faut suivre le tuto en ligne. Voilà, ça va prendre 5-6 minutes, peut-être 10 minutes au début quand c'est la première fois. Ensuite, il est possible et il y aura certainement besoin d'ajuster le tirage optique. C'est très simple, il y a une petite clé Allen qui est fournie. Alors ces nanomorphes, ils sont conçus pour couvrir un capteur Super 35 de l'APS-C. Mais en fait, ils vont couvrir un peu plus large, ce qui fait que tu peux les utiliser directement sur un plein format. Alors il y aura un peu de vignettage, mais tu peux recadrer légèrement en post-production. Et moi, c'est ce que j'ai fait sur mon film pour la Guadeloupe. J'ai filmé avec le Lumix S5 II en plein format et j'ai fait un léger recadrage en post-production pour limiter le vignettage. En plus de ça, j'avais la stabilisation électronique d'activer, donc il y a déjà un petit crop, donc par défaut, ça va déjà limiter le vignettage et puis on peut toujours le recadrer encore plus en post-prod. Alors au niveau du vignettage, je vous ai fait des tests comme d'habitude. Donc là, on est au 27 mm T2.8 à pleine ouverture. On peut voir qu'il y a un peu de vignettage. On a un léger point chaud au milieu. C'est pas hyper flagrant, c'est pas hyper marqué, mais on le ressent quand même, notamment quand je vais passer à T4. Voilà, là automatiquement, on a une image beaucoup plus homogène et on voit tout de suite qu'il y a bien moins de vignettage. À T5.6, on a un peu moins de points chauds. On a quelque chose d'encore un peu plus
plus équilibré. Et puis ça sera globalement la même chose à T8. C'est vraiment la pleine ouverture à T2.8 où le vignettage est le plus marqué, mais dès T4, même en fermant un tiers de dia, vous allez voir que ça va enlever pas mal de vignettage. Ensuite au 35 mm, ça va être la même chose, même là le vignettage a tendance à être un peu plus marqué, pareil pour le point chaud au milieu, mais ça reste quand même assez léger, on a vu pire. À T2.8, cette fois-ci, on peut voir la différence, ça suffit à éclaircir l'image, on a un contraste un peu plus homogène, un peu moins de vignettage, et puis à T4, là, on a quasiment plus du tout de vignettage, et ça sera encore moins le cas à T5.6, mais finalement, dès T4, c'est très propre, donc ça va être vraiment à grande ouverture T2.4 que le vignettage sera le plus marqué, mais dès T2.8, on a une image déjà bien plus homogène, bien plus équilibrée. Et puis au 50 mm, c'est la même histoire, on a du vignettage à pleine ouverture T2.4 avec un petit point chaud et on peut voir qu'il disparaît, voilà, à T2.8, en tout cas on a quasiment plus le point chaud, on ressent un peu le vignettage encore, mais là, dès T4, on a quelque chose de beaucoup plus propre au niveau du vignettage, et puis à T5.6, là, on a une image qui est vraiment bien équilibrée. Alors au niveau du prix, on va les trouver à l'unité à environ 1399 €, et en pack de 3, ils sont à 3799 €, donc là ça peut être intéressant, on a une réduction d'à peu près 400 €. Donc pour moi, c'est vraiment une belle découverte, hein, ça me donne envie d'utiliser plus régulièrement des objectifs anamorphiques. C'est vrai qu'au début j'appréhendais un peu le voyage en Guadeloupe parce que c'était la première fois que j'utilisais ce type d'objectif. Il faut un petit peu regarder le workflow à l'avance, et puis c'est des objectifs 100% manuels, donc il n'y a pas d'autofocus. Par rapport à ça, ça va parce que sur mes anciens reportages, j'avais l'habitude de faire le point manuellement. Et en fait, ça s'est bien passé, j'avais pourtant pas de moniteur, mais j'arrivais à bien faire le point. En tout cas, j'avais le temps, je zoomais sur mon écran et je faisais le point au bon endroit, et puis de toute façon, on a l'échelle de points sur l'objectif, ça c'est assez pratique. Et c'est vrai qu'au final, j'aime beaucoup le rendu. Je vous invite, si c'est pas encore fait, à aller voir mon film sur la Guadeloupe, parce que environ 70% des plans de ce film ont été tournés justement avec ces objectifs anamorphiques, plus le Lumix. Voilà, je trouve qu'on a un rendu assez doux. Alors on a le flair aussi, même si je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant sur ce genre d'objectif. Mais voilà, il se passe quelque chose dans le flou, on a ce bokeh un petit peu étiré, et j'ai eu l'impression que le piqué était plus doux. On avait moins cet effet très net, très sharp du numérique. Donc ça m'a beaucoup plu. Après, voilà, il y a un petit peu de distorsion, donc en fonction de s'il y a des lignes ou non dans le plan, je vous conseille de corriger ça, hein. Sur DaVinci, ça se fait facilement. Et puis également, ce qui est important, c'est de regarder si vous avez une option dans votre caméra qui permet de desqueeze, donc pouvoir afficher le plan anamorphique, mais désanamorphoser, de manière à pouvoir tourner avec le rendu final. Généralement, sur les moniteurs externes, on a ce genre d'option. Et là, l'intérêt des boîtiers Lumix, dont le Lumix S5 II, c'est qu'on a cette option de desqueeze. J'ai juste à rentrer le ratio de compression, donc là 1,5 pour la série nanomorph, et on a notre image qui est bien représentée, donc ça c'est assez pratique. Donc c'est des objectifs qu'on peut utiliser un petit peu pour tout type de projet vidéo, hein. C'est pas vraiment adapté pour de la photo, là c'est vraiment 100% vidéo. Pour de la fiction, évidemment, ça sera peut-être un des premiers choix, mais pour de l'interview, reportage éventuellement, du docu je pense, et puis pour du clip également. Après, il faut se demander, est-ce qu'on a besoin de ce format extra large avec ces bandes noires? Donc ça, c'est à réfléchir en amont lors de la préparation du projet. Et puis je rappelle une dernière fois, ce sont des objectifs 100% manuels, il n'y a pas d'autofocus. Si vous voulez travailler uniquement en autofocus, il faut oublier les anamorphiques. Voilà les amis, première fois que je teste ce genre d'optique sur la chaîne. Il existe d'autres séries, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire voilà, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez déjà utilisé des objectifs anamorphiques? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le look anamorphique? Pourquoi vous les utiliseriez dans tel ou tel projet? Voilà, comme d'habitude, vous êtes les bienvenus en commentaire. Je vous ai mis les liens de ces produits en description. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.